Alors, est-ce que le son est bon? Non. Ok, alors 2 minutes et on revient, on va basculer. Ils vont basculer sur quel poste là? Alors, basculer sur le poste du docteur Arouche, s'il vous plaît. Oui, celui du premier cours de ce matin, exactement. Il est où le 311 540 alors 311 540 540 ok 0561 05 61 mot de passe alors 6 alors 6 euh, 6 6 Z V Z majuscule minuscule minuscule V majuscule minuscule كلش minuscule d'accord ok Z V P minuscule oui درك ديري majuscule ok Y K K majuscule aussi oui d'accord c'est ça ok très bien وعندها normalement l'ancien بس هذا connexion stable عندك ما تجيني صباح السابق صباح ولا تجيني عم بدي Docteur, on est là. ça y est vous êtes sur le nouveau poste. Oui, c'est bon, on est là. Allez, on va pouvoir continuer. Désolée pour ce contretemps. Je suis désolée. Alors, comment faire? C'est bon. Allez, on continue. Donc, je vous ai dit, on est arrivé à l'examen. Je vous ai dit que à l'autoscopie, vous allez tomber sur l'un des trois stades suivants. Soit que vous êtes devant une otite moyenne aiguë congestive et à ce moment-là, le tympan, il est rouge vif, il est rosé et vous allez retrouver une disparition du triangle lumineux. Vous vous rappelez du triangle lumineux? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Celui qui signe la bonne transparence du tympan. Mais vous allez retrouver quand même vos reliefs ossiculaires, notamment la courte apophyse du marteau et le manche du marteau. Ça, c'est un stade de début. Si vous voyez cet enfant 2, 3, 4 jours après, vous allez tomber sur un stade d'otite moyenne aiguë collectée et ça va être, le tympan va être bombé. Vous allez avoir une disparition du triangle lumineux, une disparition également de tous les reliefs osseux. Vous n'allez plus rien reconnaître. Un peu plus tard, vous allez retrouver un tympan qui est rouge avec une perforation avec de l'otorrhée purulente ou mucopurulente au niveau du conduit auditif externe.
Donc, là, vous avez un tympan qui est normal, ok? Vous le reconnaissez à sa transparence. Regardez le beau triangle lumineux qui est là. À sommet, il est triangulaire, à sommet donc supérieur et à base inférieure sur l'annulus. Vous avez votre manche du marteau qui est dirigée en bas et en arrière et la courte apophyse du marteau. Ici, vous avez votre shrapnel, la pars placida, et là, vous avez votre pars tensa. Bien, ici, c'est le stade congestif de début de l'otite moyenne aiguë. Regardez ce qui se passe. Vous avez cette inflammation qu'on appelle une congestion du tympan. Regardez l'exagération de la vascularisation sur le manche. Mais il y a un triangle lumineux qui commence à disparaître, mais vous avez toujours ces reliefs osseux. Un peu plus tard, au stade collecté, regardez, il n'y a plus de relief osseux, il n'y a plus de triangle lumineux et vous avez un tympan bombé qui laisse apparaître derrière une collection blanchâtre, voire verdâtre. Alors, toujours ce stade collecté, regardez, il y a juste la courte apophyse du marteau, l'ombilic qui est là, on ne voit plus le manche, et regardez comment le tympan il est bombé. Regardez ici au stade perforé ce qui se passe. Vous avez une perforation antérieure ici, elle laisse couler de l'otoré et le reste du tympan qui est remanié et ce pus qui vient de l'oreille moyenne de la caisse notamment. Bien, comment va évoluer cette otite moyenne aiguë? Alors, la majorité de ces otites moyennes aiguës purulentes guérissent spontanément. Et dans cette guérison spontanée, plusieurs facteurs vont rentrer en ligne de mire. Vous avez l'âge. Les sujets âgés ont plus tendance à guérir spontanément, plus que les enfants. Et aussi, les otites moyennes aiguës qui sont modérées à minimes ont plus tendance à guérir spontanément. Par contre, les otites qui se manifestent avec une grande température, de la fièvre et avec de l'otorée abondante ont du mal à guérir favorablement. Aussi, le germe en cause rentre aussi comme facteur déterminant de cette guérison spontanée et sachez que le pneumocoque et le streptocoque du groupe A sont des germes qui sont dangereux et il faut faire attention aux otites à streptocoque et à pneumocoque parce que ces otites-là, tout simplement, sont très pourvoyeuses de complications. Alors, en pratique, une abstention de prescription d'antibiotiques est possible chez les patients dont l'âge est supérieur à 2 ans avec tout de même une réévaluation obligatoire 48 heures après. Pourquoi on ne donne pas les antibiotiques quand l'enfant a plus de 2 ans? C'est en raison de la fréquence de l'étiologie virale. Donc, on surveille et on voit comment ça se présente. Non, je voudrais quitter la réunion sur mon petit. Ah, bien. Mais désactive le micro alors. Ah. Le son est bon, ok. Donc, désactivez votre micro, lequel? Le micro? Parfait. Bien. Donc, je vous disais que chez les enfants dont l'âge est supérieur à 2 ans, on peut adapter ce qu'on appelle l'expectative armée. Donc, on surveille l'enfant, on ne donne pas d'antibiotiques à condition d'avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire de pouvoir le voir dans 48 heures. Alors, les critères de guérison. Quels sont les critères de guérison? Avant de déclarer l'enfant guéri, il faut s'assurer qu'il y a une disparition des signes généraux,
vous avez la disparition de l'otalgie, le tarissement de l'otoré, c'est-à-dire il n'y a plus d'otoré, et un retour à la normale du tympan. Il peut persister parfois un épanchement rétrotympanique qui met un peu plus de temps pour disparaître, et cet épanchement peut aller jusqu'à 3 semaines sans qu'il ne soit pathologique ou septique. Et bien sûr, un retour de l'audition à la normale, puisqu'on a dit que l'otite moyenne aiguë s'accompagne tout de même d'une baisse de l'audition. Les complications qu'on peut voir, à défaut d'une évolution vaporable, la première complication de l'otite moyenne aiguë non traitée ou mal traitée, c'est la mastoïdite, et on va la voir tout de suite. Vous avez les labyrinthites otitiques. Ces labyrinthites vont s'accompagner au décours, vont apparaître au décours d'une otite ou bien pendant l'otite, et elles vont s'accompagner par des crises vertigineuses importantes, des nausées, des vomissements, avec une baisse de l'audition. D'accord? L'examen clinique ORL, notamment vestibulaire, s'attardera à la recherche du nystagmus qui va signer l'origine périphérique de ces crises vertigineuses. On peut avoir aussi comme complication la paralysie faciale. C'est une paralysie faciale qui est périphérique, qui s'installe brutalement, mais dont le pronostic est généralement bon, c'est-à-dire on peut récupérer après un bon traitement. Les autres complications qui peuvent être fâcheuses, ce sont les complications endocrâniennes, les méningites à redouter surtout dans les otites à pneumocoque, les abcès du cerveau, du cervelet, les thrombophlébites du sinus latéral. Alors, je vous ai mis ce diagramme qui va vous résumer un petit peu la conduite à tenir devant une otite moyenne aiguë. Alors, devant une otite moyenne aiguë, si vous êtes devant une forme congestive, vous pouvez ne pas donner d'antibiotiques à condition de revoir votre enfant au bout du 3e jour. Hein? Si vous ne pouvez pas revoir cet enfant, un patient qui habite loin, qui n'a pas les moyens de revenir vous voir, mettez des antibiotiques, vous êtes tranquille et vous êtes à l'abri des complications. Maintenant, si vous êtes devant une forme purulente d'emblée, donc une surinfection d'origine bactérienne, 2 cas de figure s'offrent à vous. Soit que l'enfant a plus de 2 ans et il a peu de symptômes. Pareil, pas d'antibiotiques, juste un traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre. Demandez aux parents de vous le ramener encore au bout de 48 à 72 heures. Si tout va bien, continuez la surveillance. Si les choses s'empirent ou il y a persistance des symptômes, donnez de l'antibiotique par voie générale. Le deuxième cas de figure, c'est l'enfant dont l'âge est inférieur à 2 ans, qui est un enfant à risque, ou bien qui a plus de 2 ans, qui va à la crèche, qui a des symptômes brillants, c'est-à-dire beaucoup de fièvre, une otalgie intense qui l'empêche de dormir et une altération très importante de l'état général. Là, vous donnez de l'antibiothérapie et vous allez en premier lieu donner de l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique pendant 8 à 10 jours. Voilà un petit peu ce qui se passe dans l'otite moyenne aiguë depuis la physiopathologie jusqu'au traitement. Alors, si les choses évoluent mal, bien sûr, il y a apparition de complications et les complications, c'est représentées essentiellement par la mastoïdite aiguë. Alors, qu'est-ce que la mastoïdite aiguë? La mastoïdite aiguë est la complication la plus fréquente des otites moyennes aiguës. Son incidence, elle a diminué depuis l'avènement des antibiotiques, l'instauration des traitements précocement et donc les diagnostics précocement et par la suite les traitements aussi adéquats précocement. Alors, un mot sur le développement de la mastoïde. À la naissance, nous naissons avec une seule cellule mastoïdienne qui s'appelle l'antre mastoïdien. Cet antre mastoïdien va communiquer avec la caisse du tympan en avant via l'aditus adentrum, qui est un petit canal. Ensuite, durant les premières années de vie, les cavités aériennes sont tapissées sous ce tapis de muqueuses respiratoires. Elles vont augmenter progressivement de volume et des cellules vont venir creuser la mastoïde pour constituer la mastoïde qui devient totalement pneumatisée et qui acquit sa forme vers l'âge adulte. Voilà, donc la mastoïde, le relief osseux qui siège ici derrière l'oreille, vous pouvez tous le toucher pour le voir. Ensuite, vous avez ici une coupe qui passe par la mastoïde. Bon, ici, ça schématise
un état pathologique, mais ça vous permet de voir ici, là où c'est écrit cholestéatome, ça c'est vraiment l'antre mastoïdien, hein, la grosse cellule mastoïdienne qui fait à peu près cette grandeur ici. Et tout autour de cet antre, vous avez cette mastoïde qui est creusée de petites cellules, tapissée par une muqueuse de type respiratoire et remplie d'air. Bien. Et cette mastoïde, donc les cellules mastoïdiennes, communiquent via l'additus adentrum ici avec cette caisse du tympan. Bien, voilà, donc l'écaille mastoïdienne, l'écaille temporale, pardon, et la mastoïde ici. Hein, ici, c'est l'os tympanal. Et là, vous avez votre conduit auditif externe osseux. Quels sont les critères cliniques d'une mastoïdite aiguë? Alors, comment vous posez les diagnostics si vous avez, rappelez-vous de l'enfant qui est venu vous voir aux urgences dans l'âge est de 3 ans, ramené par la maman avec une otite moyenne aiguë. Si cet enfant n'est pas vu à temps et si la maman n'a pas, ou bien si la maman lui a prescrit un traitement, elle n'a pas bien donné, elle a oublié de le donner, ou si l'enfant a un germe virulent, cet enfant va venir vous voir dans un tableau de mastoïdite aiguë. Comment vous allez la reconnaître? Eh bien, vous allez avoir des signes cliniques d'une otite moyenne aiguë qui remontent à moins de 2 semaines. Ça, c'est à l'interrogatoire. Et puis, vous allez avoir, à l'examen physique, un décollement du pavillon de l'oreille, on va le voir, une rougeur de la région rétroauriculaire derrière le tympan, derrière le pavillon, pardon. Un œdème de cette région, on peut avoir un œdème, ça peut aller de l'œdème jusqu'à la véritable collection rétroauriculaire, ce qui est assimilé à un abcès sous périostée, bien sûr avec une altération de l'état général et avec une température qui dépasse les 38 degrés. Voici quelques exemples qui illustrent ce qu'on vient de dire. Ça, c'est un enfant dont l'âge qui est égal à 18 mois, qui est venu nous voir avec un décollement du pavillon. Regardez, hein, le pavillon n'est pas appliqué comme c'est le cas ici. Regardez, il est décollé. Décollé par cette collection rétroauriculaire. Donc, la région mastoïdienne est rouge, elle est inflammatoire et elle est bientôt le siège d'une collection comme c'est le cas ici. Ici, remarquez aussi qu'il n'y a plus de sillon rétroauriculaire, il est effacé, voire émoussé, voire effacé. Voilà, pareil. Donc ici, il y a un décollement, émoussement du sillon rétroauriculaire et un début quand même de périostite. Ici, à un stade beaucoup plus avancé, où vous voyez cette chute du pavillon en bas, hein, et ce comblement du sillon rétroauriculaire. Ici, on est au stade de collection. Bien, quand vous examinez cet enfant, bien sûr, délicatement, vous allez avoir un aspect quasiment toujours anormal de la membrane tympanique. Donc, c'est une membrane tympanique qui est bombée avec effacement des reliefs ossiculaires et avec chute de la paroi postéro-supérieure. Hein, ici, ça c'est le conduit. Ça, c'est la paroi antérieure, ça, c'est la paroi postérieure, ça, c'est la paroi supérieure du conduit auditif externe, paroi inférieure. Et vous allez avoir cette chute de la paroi qui vient masquer les cadrans postérieurs, ne laissant voir qu'une partie, donc ne laissant voir qu'une partie du tympan, d'accord? Et avec une collection ici en pie de vache, dont au fond du conduit auditif externe, une otorrhée, on peut retrouver une otorrhée spontanée. Alors, les germes principalement en cause sont essentiellement le streptocoque pneumonie, le streptocoque pyogène, l'hémophilus influenzae, staphylocoque et puis le pseudomonas aeruginosa dans une proportion moindre. Quels sont le diagnostic différentiel, avec quoi on peut se tromper dans le diagnostic d'otite externe? Généralement, ce sont les masses rétroauriculaires, les adénites, c'est-à-dire les petites adénopathies ou les adénoflegmons rétroauriculaires, les kystes sébacés qui sont surinfectés, d'accord, où on peut observer un décollement du pavillon de l'oreille, mais rapidement, vous allez redresser votre diagnostic
avec l'histoire clinique de la pathologie, donc les antécédents, l'existence d'une otite aux moyennes aiguës traînante, et puis l'examen physique. Est-ce qu'on peut se tromper parfois avec des néoplasies? Oui, peut-être lorsqu'il s'agit des rhabdomyosarcomes de l'oreille, mais là encore, vous rattrapez rapidement le diagnostic grâce aux antécédents et à l'examen physique. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen complémentaire? D'abord, il faut faire un prélèvement bactériologique de l'autoré sur l'autoré pour vous prélever un échantillonnage, vous envoyez au labo si vous avez de l'autoré. Si vous n'avez pas de l'autoré, vous avez une forme atypique, vous avez une forme hyperalgique, vous allez faire ce qu'on appelle une parasynthèse, c'est-à-dire on fait une moucheture dans le tympan, ça va laisser s'écouler le liquide purulent et là vous allez pouvoir faire votre prélèvement et ça permet aussi de soulager la douleur. On peut aussi avoir du liquide bactériologique par ponction rétroauriculaire quand vous avez carrément la collection rétroauriculaire, c'est-à-dire une mastoïdite au stade extériorisé. Sur le plan biologique, vous allez avoir une hyperleucocytose à la formule numération sanguine et vous allez avoir des marqueurs de l'inflammation qui vont être perturbés tels que la C-réactive protéine. Alors, l'atomodensitométrie, oui, on l'a fait, il faut la faire. Ça permet de poser le diagnostic et de faire le bilan lésionnel, donc à la recherche de complications endocrâniennes et extracrâniennes. Voici ici quelques images TDM. Sur celle-là, vous voyez qu'on est au stade de mastoïdite extériorisée. Vous avez ici l'abcès sous-périosté qui est là, avec une destruction de la mastoïde et vous avez cette densité ici qui occupe les cellules mastoïdiennes. Contrairement à ce côté, on voit de l'air. Voilà, ici on voit cette périostite. Donc, il y a une atteinte de l'os mastoïdien ici, une effraction carrément, un empattement ou une collection des parties molles et une densité osseuse, c'est-à-dire qui occupe les cellules mastoïdiennes, mais également la caisse du tympan ici, et c'est probablement le signe d'une collection purulente de la caisse et de la mastoïde. Pareil ici, c'est un état d'absédation avancée avec une complication endocrânienne et vous avez un abcès temporal, du lobe temporal à ce niveau-là. Bien, alors, les complications peuvent être soit intratemporales, soit extratemporales. Vous avez les pétrosites, l'inflammation de l'os pétreux, les labyrinthites, on les a vus tout à l'heure, la paralysie faciale, les perforations tympaniques séquelaires qui ne guérissent pas et le patient garde une perforation tympanique, et puis les surdités par atteinte des osselets, justement, surtout ça, et par atteinte de la membrane tympanique. Les complications intratemporales, intracrâniens pouvaient avoir des méningites, les thromboses du sinus latéral, les abcès du cerveau et du cervelet. Alors, le traitement de la mastoïdite repose essentiellement sur l'antibiothérapie. Le choix des antibiotiques doit être guidé par cette recherche et cette documentation bactériologique. Et généralement, on met le malade sous une amoxicilline, voire une céphalosporine de 3e génération par voie parentérale. Parfois, certains auteurs, quand il existe une thrombose du sinus latéral, rajoutent un traitement anticoagulant. Le traitement chirurgical, il peut s'agir d'une parasynthèse, je vous ai dit, c'était la moucheture qu'on faisait au niveau du tympan, que ça permettait de drainer la collection rétrotympanique, de faire un prélèvement et de soulager la douleur. Un aérateur transtympanique, parfois pour drainer les collections résiduelles. Une ponction drainage de l'abcès sous-périosté quand il existe. Et on peut passer, en cas d'échec de traitement médical, à la mastoïdectomie, c'est-à-dire on met le malade au bloc opératoire et on va cureter la mastoïde pour drainer l'abcès mastoïdien. Sur cette image, je vous ai mis à quoi ressemblait la parasynthèse. Donc, on l'a fait au bloc opératoire. Voici le chirurgien, le microscope opératoire. Le patient est allongé en décubitus dorsal, tête tournée vers le côté opposé. On met le spéculum et voici la faux
la pointe avec laquelle on fait la moucheture au niveau de la membrane tympanique. Voici à quoi ressemble un drain transtympanique. Ça, c'est la membrane tympanique. Ça, c'est le drain. On le met au niveau de la partie antéro-inférieure pour éviter ici l'articulation. Et enfin, cette mastoïdectomie qui se fait au bloc opératoire. Voici la mastoïde une fois qu'elle est curetée. Donc, c'est le début de la mastoïdectomie pour aller nettoyer toutes les cellules mastoïdiennes et les mettre à plat. Voici, à présent, ce cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée encore une fois pour tous les aléas techniques. J'espère que pour demain, Inch'Allah, les choses vont se passer d'une façon meilleure. Merci beaucoup et j'attends vos questions si vous en avez. Alors, pour l'otite moyenne aiguë, le traitement, il est donné, l'otite moyenne aiguë dans sa forme commune habituelle, le traitement, il est fait d'une façon ambulatoire. On le donne par voie orale. On n'hospitalise pas le malade et donc on ne le met pas par voie parentérale. On donne par voie orale. Est-ce qu'on donne quelque chose en intra-auriculaire? En intra-auriculaire, on privilégie les aspirations quand il y a beaucoup de sécrétions purulentes et le nettoyage de temps en temps avec de la bétadine, point. On ne met pas de gouttes intra-auriculaires. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Alors, la différence entre péricondrite et péricondrite, j'ai pas bien compris. Péricondrite et chondrite, ah, c'est pareil, hein? Bah, c'est pareil. C'est pareil, c'est le péricantre. Bon, c'est l'otite externe. Est-ce qu'on peut prescrire Autofa goutte pendant 7 jours? Alors bon, Autofa, je vois ce que vous voulez dire. D'ailleurs, cette préparation, on ne la voit plus sur le marché. Bien, alors, ce n'est pas préférentiellement le traitement de l'otite externe, mais on la donne surtout, l'Autofa, si vous voulez, quand on parle de l'Autofa, en cas d'otite moyenne chronique à tympan ouvert. Oui. OK. D'autres questions, s'il vous plaît? Alors, je vous recommande, si vous permettez, de revoir, s'il vous plaît, vos cours d'anatomie. Ils vont beaucoup vous aider en ORL. Beaucoup vous aider en ORL. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi nous laisser vos questions sur la plateforme. Je ne sais pas si c'est possible. Vous pouvez aussi, si vous avez des difficultés, demander à votre délégué de la section de m'adresser des questions ou des interrogations sur tout le programme. Il n'y a aucun problème. Je suis à votre disposition. Le cours otite moyenne aiguë n'est pas le même. Non, c'est le même. C'est le même. C'est le même, hein, c'est le même. J'ai rassemblé les 3 cours en même temps sous forme de pathologie infectieuse aiguë de l'oreille. Mais sur la plateforme, vous allez trouver otite externe, otite moyenne aiguë et mastoïdite. On a raté une grande partie du premier cours. S'il vous plaît, vous pouvez nous mettre la vidéoconférence sur la plateforme. OK, je vais voir. Oui, oui, il n'y a aucun problème si c'est faisable. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Oui, encore quelques questions? Bien, c'est à moi de vous remercier. Bon courage et on se voit demain, Inch'Allah. Allez, bon appétit. Au revoir.